Bonsoir à tous. Nous allons commencer. Donc, je vous remercie de votre présence ce soir. Donc, moi, je suis Olivier Pourny, la CAPEM Rhône Grand Lyon. Donc, c'est à moi qu'il incombe ce soir d'animer cette séance. Donc, PAC ou PACAP, tour d'horizon des différentes technologies de pompe à chaleur et de leurs applications. Donc, le réseau des 5 à 7 de l'éco-construction que vous connaissez. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la 48e édition. Pour ceux qui étaient présents à la première en juillet 2011, c'était à l'époque sur la RT 2012. Voilà, je vous fais un petit peu d'histoire. Donc là, on se dirige tranquillement vers la 50e édition des rendez-vous de l'éco-construction, donc qui sont animés par l'ALT, l'ALEC, BTP Rhône, Fibois, la DDT, la CAPEB Rhône Grand Lyon et puis l'agence Qualité Construction. Donc cette séance, aujourd'hui, que nous vous proposons sur les pompes à chaleur, au-delà du titre un petit peu humoristique qu'on a l'habitude de vous proposer, l'objectif, c'est de vous donner quelques éléments d'aide à la décision pour savoir comment intégrer ou pas dans vos projets de travaux, de réhabilitation ou pas des pompes à chaleur, au-delà des effets d'aubaine qu'on peut avoir en ce moment et qu'on a déjà connus. Donc quels sont les différents choix techniques, quels sont les coûts, le rendement de ces installations, quelle est leur robustesse au regard d'un environnement qui est plutôt mouvant, avec de fortes tensions sur les prix de l'énergie, sur les coûts des matériaux, leurs approvisionnements. Donc ce sera l'occasion de se questionner, de voir comment les pompes à chaleur se positionnent dans cet environnement. Donc on vous propose de cheminer dans cette séance avec 3 interventions. Tout d'abord, ce sera Luca Venosino, de l'Agence locale de l'énergie, qui nous présentera une manière d'introduction pour bien resituer les pompes à chaleur dans l'environnement actuel, au regard des enjeux de la décarbonation, qui sont importants, au regard aussi des évolutions réglementaires que nous avons pu connaître ces derniers temps, qui vont avoir un impact aussi important et qui visent à une montée en puissance du recours à ces systèmes techniques. Nous continuerons ensuite avec M. Nicolas Mangold du bureau d'études Synapse, avec lequel on va vraiment rentrer dans le cœur de la bête, de ces machines un peu compliquées. Donc, il va nous expliquer beaucoup plus en détail leur fonctionnement, les différentes options techniques qui sont possibles, le chauffage pour l'eau chaude sanitaire, les systèmes hybrides. Il entrera notamment dans le détail à travers des cas concrets de pompe à chaleur géothermique sur un équipement sportif. Et nous finirons en fait cette séance avec une intervention de Philippe Dinet, qui est le dirigeant de l'entreprise Enid, qui propose des solutions d'énergie renouvelable et qui lui nous fera partager le prisme un petit peu de l'artisan. Il va nous expliquer la démarche qu'il a, d'analyse de site, de besoins, une démarche globale qui permet de réfléchir aux solutions qui sont les plus adaptées. Donc voilà, il vous expliquera quelle est cette démarche, quels sont ses outils, et peut-être même plus quelle est vraiment la philosophie dans laquelle il s'inscrit pour intervenir. Avant de commencer vraiment, juste 2 petits rappels. La séance est effectivement captée vidéo, donc je vous demanderai quand vous voudrez prendre la parole lors des séances de questions-réponses de bien vouloir lever la main et qu'on puisse vous amener le micro, comme ça garantira une qualité de son optimale, et puis d'éteindre également vos téléphones portables. Donc maintenant je vais laisser la parole à nos intervenants qui vont chacun, dans leur sujet, vous en dire beaucoup plus. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Luca Venosino, je suis chargé de mission efficacité énergétique et énergie renouvelable au sein de l'ALEC de la métropole de Lyon. Alors, aujourd'hui, hop. Donc je vais commencer, j'ai l'honneur d'assurer ce propos introductif et je voulais rappeler un peu le contexte, les enjeux liés à la chaleur. Parce que bon, effectivement, aujourd'hui, on va parler chaleur, on va parler aussi un peu froid, bien sûr, parce que ces systèmes
peuvent assurer ces deux besoins. Alors, juste pour prendre un peu de recul et s'apercevoir qu'effectivement, donc sur le territoire, déjà si on regarde le territoire métropole de Lyon, on s'aperçoit que la partie chaleur composée ici par exemple du chauffage et de l'eau chaude sanitaire représente environ 35%, ce à quoi on pourrait rajouter un petit peu aussi d'énergie dans la partie industrie qu'on a du mal à dissocier, enfin qui n'est pas dissociée ici. Mais ça veut dire que sur le territoire et l'ensemble des consommations énergétiques de la métropole de Lyon, on est environ à 40% de consommation dédiée à la chaleur. Donc voilà, c'est assez conséquent. Et d'ailleurs, on peut voir aussi qu'on a 11% dédié à la climatisation. C'est la partie grise en haut à gauche. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur sur les consommations énergétiques de la France et les consommations sur le territoire Lyon Métropole. Et du coup, j'ai fait ce même exercice sur le territoire du Rhône. Et en fait, on arrive à peu près sur les mêmes chiffres. Environ 30% dédiés au chauffage, 4%, ouais, 4 à 5% sur la partie eau chaude sanitaire. Donc, on est également de l'ordre de 35 à 40% d'usage chaleur dans les consommations énergétiques aussi sur le territoire du Rhône. Donc, c'est conséquent. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'ensemble de ces consommations de chaleur, aujourd'hui, alors je n'ai pas les chiffres exacts sur les deux départements, mais la moyenne en France, c'est un peu plus de 20% de cette chaleur est assurée par de la chaleur renouvelable. Le reste, ça veut dire voilà, plus de 70%, entre 75 et 80% est assuré par de l'énergie fossile, carbonée et voilà, polluante. Alors, du coup, lié à ça, la France, depuis 2019, a mis en place une planification pluriannuelle de l'énergie. Alors, je récapitule. Donc, finalement, effectivement, sur la base de cette planification, on s'est donné des objectifs en 2023 et en 2028 d'augmentation de cette chaleur renouvelable. Alors, ces indicateurs, forcément, il y a une stratégie, il y a des objectifs, et ces indicateurs, ils sont suivis annuellement avec une évolution de la production de l'ensemble des installations d'énergie renouvelable thermique. Et on est en 2023 voilà, sur ce niveau-là. On voit qu'on a quand même eu une augmentation voilà, qui est assez correcte. On voit quand même que le bois énergie est un des piliers de la décarbonation, et en tout cas aujourd'hui est largement a une grosse place dans la décarbonation de la chaleur, et notamment dans la chaleur renouvelable, a une place importante. Et après, il y a quand même une augmentation depuis 2021 assez conséquente sur les pompes à chaleur, aérothermique et géothermie. La partie orange ici comprend les deux parties. Voilà, c'est l'ensemble des deux. Et voilà, vous avez ici l'objectif en 2028 dans le cadre de la PPE. Alors, en fait, dans l'ensemble des scénarios, on voit que l'augmentation de l'énergie renouvelable thermique est une nécessité pour atteindre cette neutralité carbone. Par exemple, l'ADEME avait aussi fait des scénarios transition 2050 avec des scénarios plus ou moins, enfin, qui misaient soit sur la sobriété, soit sur le pari technologique, et puis des scénarios intermédiaires. Et on voit que dans l'ensemble de ces scénarios, il faut augmenter les ENR thermiques de l'ordre de 32 à 45% dans tous les cas, avec bien sûr une suppression des combustibles liquides, notamment voilà, le fuel voilà, qui va disparaître. Mais donc on voit que l'énergie renouvelable thermique doit augmenter, et la pompe à chaleur est une des solutions parmi effectivement d'autres solutions. Alors du coup, derrière ça, il y a eu 2 plans d'action qui ont été largement évoqués. Alors c'est aussi suite à la guerre en Ukraine. En février 2023, un plan d'action pour accélérer le déploiement de la géothermie. Donc structurer la filière, développer l'offre de formation. Aujourd'hui, par exemple, les foreurs, on a assez de mal à en trouver, et avec des délais assez longs d'intervention. Donc ça, c'est un des points importants. Bien sûr, faire connaître un peu plus aussi ces technologies auprès des potentielles personnes derrière qui vont les mettre, les clients qui vont installer ces installations, et puis améliorer la connaissance du sous-sol. Alors ça a eu un vrai impact, parce que
on a eu derrière une augmentation quand même du nombre d'installations. Et en avril 2024 aussi, une annonce sur le développement, alors c'est plutôt une annonce industrielle, avec la production d'1 million de pompes à chaleur dès 2027, industrielle sur le territoire français, avec des usines de production de pompes à chaleur. Bien sûr, une simplification des normes, stimuler l'innovation. On sait qu'il y a encore des gains à faire sur des COP par rapport aux COP parfaits. Et puis accompagner les montées en puissance au niveau de la filière. Alors, il y a également, bien sûr, des réglementations qui accompagnent tout ça, qui sont quand même assez favorables aux pompes à chaleur. Alors, par exemple, le décret éco-énergie tertiaire qui fonctionne sur le tertiaire de plus de 1000 m², il prend des objectifs en énergie finale, donc l'énergie directement qui est consommée sur les compteurs. Et forcément, ça, c'est plutôt favorable à l'énergie, à la pompe à chaleur, puisqu'on va compter l'énergie électrique qui est facturée au compteur et non pas toutes les pertes en amont qu'on a sur la partie électrique. On a aussi également la RE 2020, la réglementation environnementale, du coup, qui en 2025 va rendre le gaz impossible sur les installations. Forcément, il va y avoir des installations pompes à chaleur ou d'hybridation qui vont se développer sur les installations neuves. On a aussi des référentiels, par exemple, plus locaux, référentiel, par exemple, habitat durable sur la métropole de Lyon, qui oblige à avoir une ENR thermique sur les projets. Donc, favorable au développement de l'énergie renouvelable thermique, dont les pompes à chaleur. Alors, et du coup, avec ça, on a aussi des aides publiques qui suivent pour accompagner la filière. Alors, le fonds chaleur, on est à fonds chaleur, bien sûr. Donc, on voit, le fonds chaleur est plus spécifiquement sur la géothermie, c'est un peu moins important et plus anecdotique sur l'aérothermie, mais il aide ces installations de chaleur renouvelable depuis 2009 avec des fonds qui ont largement augmenté, notamment en 2024, un fonds qui a été doté de 800 millions d'euros, des développements de fonds chaleur aussi locaux depuis 2020 et bien sûr qui se sont amplifiés depuis. Donc là, qui aide bien sûr la géothermie plus d'autres systèmes de chaleur renouvelable, mais notamment la géothermie, avec des aides aux études de faisabilité et des aides à l'investissement. On a MaPrimeRénov', bien sûr, sur le résidentiel privé, qui va aider les rénovations par geste et des rénovations d'ampleur. On a le crédit d'impôt rénovation énergétique jusqu'à cette fin d'année qui aide toujours les pompes à chaleur RO et OO. Et puis on a les certificats d'économie d'énergie. Pour le tertiaire, le résidentiel, il va y avoir aussi des créations de fiches pour la pompe à chaleur dans l'industrie, pour des pompes à chaleur RR, RO ou OO. Donc vous verrez dans le détail, mais c'est l'aérothermie et la géothermie du coup, qui sont aidés dans ces dispositifs. Et du coup, tout ça, ça a un peu des conséquences réelles sur le nombre de ventes. Alors ici, par exemple, Uniclimat et Climinfo annuellement fait une revue de l'ensemble des ventes annuelles sur les différents systèmes. Alors ça va que jusqu'à 50 kW. Donc on n'a pas l'ensemble des installations, mais ce que vous pouvez voir, c'est que sur la PAC RO, alors on est quand même allé sur un niveau de vente assez important qui s'est abaissé en 2023. Alors, notamment, il y a des premiers signes de difficultés sur la construction neuve qui seront un peu plus visibles en 2024. Et voilà, globalement, pour autant, on avait augmenté les rénovations d'ampleur sur cette année-là. Sur les PAC RR, les petites PAC RR, on voit que c'est le plus gros vente. Pourtant, elles sont assez peu aidées, mais bon, elles sont à l'investissement moins importantes et donc beaucoup vendues. On verra que dans quel cas il y a vraiment un intérêt de développer les différentes solutions sur les présentations suivantes. Et puis après, plutôt spécifique sur le tertiaire, les installations, elles sont vraiment portées par le décret éco-énergie tertiaire. Et donc, on atteint des niveaux assez stables, voire en augmentation sur ces systèmes-là. Donc, par exemple, le DRV, qui est un système assez
performant pour les locaux tertiaires. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc, sur la géothermie, on a aussi une augmentation assez importante des ventes. En 2023, plus 18% d'installation de géothermie. Et on voit que vis-à-vis des objectifs de la PPE, bon, je l'ai dit tout à l'heure, les objectifs 2023 ont été atteints dès 2021. Et si on regarde que la géothermie, on est aussi plutôt dans les temps sur cette énergie-là. Et voilà, on est à peu près à 5 TWh. Ça reste encore une énergie qui peut être bien plus connue, la géothermie, donc en allant chercher l'énergie soit dans le sol, soit dans la nappe, voilà, pour développer des solutions assez performantes. J'ai mis quelques ressources ici complémentaires. Notamment, l'ADEME a fait un avis technique sur la place des pompes à chaleur. Je pense que ce sera très complémentaire avec les présentations qui vont suivre. Donc dans la décarbonation, quelle est la place des pompes à chaleur? Voilà, les indicateurs de programmation pluriannuelle aussi, vous pourrez aller voir les évolutions. Et puis voilà, il y a quelques ressources aussi auprès des fédérations. Un document aussi d'Enertech sur le bon usage de la pompe à chaleur. Je vous invite à consulter ces ressources. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions, c'était parfait. Merci. Merci. Donc on appelle Monsieur Mangold. Bonjour à tous. Donc Nicolas Mangold, je suis le directeur du pôle fluide de Synapse Construction. On est situé dans la métropole de Lyon à Écully et on travaille en tout corps d'État sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc moi j'ai la lourde tâche de vous parler de la pompe à chaleur. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une pompe à chaleur? Est-ce que vous savez ce que c'est? Parce qu'on vous en vend, on vous en pose, mais ça serait bien de savoir ce que c'est. La pompe à chaleur, c'est une machine frigo à compression. Donc une machine frigo à compression, on en a tous chez nous. C'est votre frigo. Et le frigo a un gros avantage, c'est qu'il est positionné dans votre cuisine, dans un endroit très stable. Et la problématique qu'on va avoir avec la pompe à chaleur, qui est une des solutions de la décarbonation, c'est de garder justement cette stabilité pour garder son efficacité. Ce qui est intéressant à retenir dans une pompe à chaleur, c'est justement qu'on a un côté froid, un côté chaud. On peut aller chercher justement l'énergie qu'on a besoin pour l'énergie qu'on a besoin de produire. Et qu'entre les deux, on a un compresseur qui fonctionne à l'électricité. Donc aujourd'hui, votre énergie froide plus votre électricité, ça vous fait votre énergie chaude. Et ça marche dans toutes les solutions. Dès que vous voulez faire du froid, vous allez forcément avoir plus d'énergie chaude que d'énergie froide avec ce delta d'électricité. Ça, on en reparlera. Je veux bien, oui. Les deux grandes familles d'unités à compression aujourd'hui qu'on connaît, c'est les pompes à chaleur géothermiques qui vont chercher l'énergie dans le sol, soit sur la nappe, soit par l'intermédiaire de sondes géothermiques qu'on implante dans le sol. Donc c'est des grosses carottes dans lesquelles on fait passer des grosses carottes en béton dans lesquelles on fait passer un fluide, souvent de l'eau. Donc la source de chaleur, c'est le sol, amené à la PAC via de l'eau glycolée circulant dans les sondes. Quand on est en sonde, et on est sur de la pompe à chaleur au haut. Donc on a de l'eau en amont et on fait de l'eau chaude ou de l'eau rafraîchie en aval. La deuxième grande famille, c'est les pompes à chaleur en aérothermie. Donc la source de chaleur, c'est l'air extérieur, effectivement. On a des unités extérieures qui vont aller chercher des calories sur l'air. Et on va les renvoyer dans les locaux, sur des terminaux, soit où on va circuler avec un gaz sous pression qui va vous permettre de ramener de la chaleur ou du froid par l'intermédiaire d'un ventiloconvecteur, soit effectivement on produit de l'eau chaude et on fonctionne comme une chaudière. On va aller alimenter des radiateurs, on va alimenter des planchers chauffants
Et on a l'avantage par rapport à une chaudière de pouvoir faire du chaud et du froid. Justement, aujourd'hui, sur de la géothermie, le gros avantage de la pompe à chaleur, c'est cette stabilité. Quand on va aller capter de l'énergie, on passe par la pompe à chaleur et on le renvoie dans les usages dans le bâtiment. On est sur des sources relativement stables. En chauffage, en hiver, on va aller chercher de l'eau qui va être à 10 degrés à peu près. On transfère l'énergie, on va avoir un besoin qui va être entre 40 et 45 degrés de l'autre côté. Pour faire du froid, on va aller capter en été de l'eau qui va être à peu près à 12 degrés, essentiellement sur les variations de température d'eau de nappe, pour avoir un besoin de l'autre côté qui va être entre 7 et 12 degrés sur votre bâtiment. La problématique commence à arriver sur l'aérothermie, où justement, quand on va faire du chauffage, on va aller capter de l'énergie à température extérieure. Donc, suivant où vous habitez, vous êtes à moins 5 ou à moins 17 degrés, pour toujours faire de l'eau à 40. Et c'est là où le COP se casse la figure, parce que on a besoin de chaud au moment où il faudrait faire du froid, et on a besoin de froid au moment où il faudrait faire du chaud par rapport au fonctionnement de la machine. En été, c'est pareil, pour faire du froid, on va capter de l'air à 30 degrés, et on va la renvoyer pour une température intérieure entre 7 et 12 degrés. Et donc effectivement, cet usage sur l'aérothermie est moins efficace que ce qu'on peut avoir en géothermie quand on va chercher sur une source de nappe stable ou sur des sondes qui ont à peu près toute la même température toute l'année. L'énergie au niveau de la pompe à chaleur, comment ça marche? Quand on l'utilise pour faire du chauffage, c'est simple. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. La chaleur apportée, ça va être égal à la consommation électrique plus le froid dissipé. Donc grosso modo, le froid dissipé, on est sur la part renouvelable. Qu'on le dissipe dans le sol ou qu'on le dissipe dans l'air, on obtient effectivement le même résultat, entre guillemets. Et c'est ce qu'on appelle le COP. Le COP, c'est la chaleur utile sur l'électricité que vous avez fournie à votre pompe à chaleur pour fonctionner. Le COP, qu'est-ce que ça vous apporte entre un COP de 1, c'est le grille-pain que vous avez sur le radiateur électrique dans votre salle de bain, et la pompe à chaleur qui peut avoir des COP qui vont monter entre 3 et 5 sur de l'aérothermie, qui peuvent monter entre 4 et 7 sur de la géothermie. Le COP, il vous fait baisser du facteur du COP votre facture d'électricité. Effectivement, on divise un COP de 4 va diviser par 4 votre consommation électrique au niveau de votre pompe à chaleur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on vous vend une pompe à chaleur, on vous parle de COP, de performance et d'efficacité. Donc, oui, ça c'est ce que je viens de dire. L'avantage de la PAC, effectivement, c'est que les PAC aujourd'hui, sur la géothermie, elles vont de 4 à 7. Et ça veut dire qu'on a bien des rendements de 400 à 700% par rapport à ce que vous allez consommer en énergie électrique. Pareil, on vous parle aussi beaucoup de COP et de ER. C'est pour beaucoup très flou. Je vais faire une simplification très très grossière. Le COP, ça va être la partie chaude, grosso modo. Le ER, on va être sur la partie froide. On va être sur le rendement instantané sur un temps de référence. Donc ce COP, ce que vous retrouvez dans les catalogues de tous les vendeurs de pompes à chaleur, ils correspondent à la norme EN 12511 et on est sur des températures fixes. On est sur des échangeurs RR entre 7 et 20 degrés. Les AA, quand vous voyez A7 à 20 degrés, A7 à 20, on va de 7 à 20 degrés. Des échangeurs RO qui sont en air à 7 degrés et en eau, water, à 35 degrés dans les rendements. Et après, on a les rendements en eau glycolée ou en eau chaude, entre guillemets, avec de l'eau water 10, water 35. C'est comme ça qu'il faut les lire. Pareil, vu que le COP s'était fait dans un laboratoire, on s'est dit que ce n'était pas une bonne idée. Donc au niveau des normes, on a rajouté le SCOP et le SER, qui restent des COP entre guillemets standardisés en laboratoire sur des rendements annuels en fonction des scénarios climatiques. Si on les fait fonctionner l'hiver ou si on les fait fonctionner l'été, on n'a forcément pas les mêmes.
Et ce qui est important, c'est de revenir sur le SCOP et le SER du rendement réel. C'est le rendement de votre installation. Et c'est votre facture d'électricité qui sortira de là. Pompe à chaleur, solution dans le logement. Aujourd'hui, on a différentes solutions qui existent. On pousse avec la RE 2020 sur des bâtiments neufs, sur de la décarbonation, ce qui est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui existe dans le logement, qui se fait encore? C'était de l'individuel mural, une chaudière gaz, comme on a mis pendant des années. C'est les chaudières collectives. On les retrouve avec une chaufferie en sous-sol et ça permettait de faire de l'eau chaude et du chauffage pour tout le monde. Et après, on se partage la facture. Merci. C'est les radiateurs électriques. Aujourd'hui, il y a des solutions un peu intermédiaires qui ne sont pas mis en place avec des pompes à chaleur sur le chauffage. On a des bâtiments qui se construisent avec des radiateurs électriques et de l'eau chaude thermodynamique. Donc l'eau chaude, le ballon thermodynamique, c'est juste un ballon d'eau sur lequel on a posé une pompe à chaleur. Elle est plus petite et on échange avec l'air extérieur pour chauffer l'eau. Et on a le RCU, aujourd'hui le réseau de chauffage urbain, sur lequel on a une part d'énergie verte qui est de plus en plus prégnante, entre guillemets. Dans la RE 2020, on est obligé de saisir, par exemple, la part d'énergie renouvelable qui est faite sur le RCU pour valider qu'on est bien sur la décarbonation. En face de ça, aujourd'hui, on a des solutions pompes à chaleur qui sont mises sur les nouveaux programmes de logement avec différentes solutions. On a des solutions, alors c'est ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est quand même de faire le chauffage et l'eau chaude de la même manière sur un logement. Donc on a des solutions avec le vecteur eau. Ça veut dire que vous avez une pompe à chaleur qui va chauffer de l'eau et cette eau, vous l'envoyez dans les radiateurs, vous l'envoyez dans votre ballon d'eau chaude sanitaire. Et ça vous permet de couvrir tous les besoins d'un logement. Ça reste une solution individuelle, ce qui est pas mal pour les bailleurs. Par contre, cette solution a une limite. Nous, en tout cas, on les préconise comme ça, c'est qu'on reste sur des logements qui sont relativement importants, des T3 au T6, parce qu'à bas régime, ça fonctionne très mal. L'énergie n'est pas stable et on est sur des logements qui sont de mieux en mieux isolés, donc qui consomment de moins en moins d'énergie de chauffage. Et donc la PAC pour pour chauffer un petit logement va tourner en court cycle et va s'user très très vite. On a des solutions invertères qui peuvent fonctionner à bas régime. Ça reste, on consomme quand même plus que si on est sur un logement plus important qui a plus de besoins. Pour pallier à ça, on a une deuxième solution aujourd'hui, c'est le vecteur air. Donc effectivement, on a une pompe à chaleur avec une unité intérieure qui va vous chauffer l'air. Parce que les petites clims que vous avez, qu'on trouve un peu partout aujourd'hui. Et pareil, cette solution vous permet de produire l'eau chaude sanitaire. Ça permet d'avoir une stabilité dans la consommation. Et effectivement, avec le vecteur air, les unités extérieures fonctionnent. Enfin, on a des unités extérieures qui existent aujourd'hui, qui sont des beaucoup plus petites puissances et qui permettent de répondre à cette solution-là. Et après, il y a la solution, comme on avait avant avec la chaudière gaz collective. On met une pompe à chaleur collective, on produit l'eau chaude, on produit l'eau de chauffage et on distribue dans le bâtiment sur un réseau hydraulique. Les soucis, entre guillemets, sur ces solutions-là, qui sont des solutions pertinentes pour la décarbonation, c'est le coût. Aujourd'hui, on est sur des coûts par rapport à une chaudière individuelle qui sont entre 2 et 3 fois le prix de l'installation de chauffage par logement. Donc on n'est pas sur le coût de la construction globale, mais sur la part chauffage, effectivement, on a forcément un gap. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de l'eau chaude sanitaire? Parce qu'on a un avantage, c'est que quand on fait un vecteur air, on a un petit logement, on est content. Et le problème, c'est que sur du vecteur air, on n'a pas d'énergie qui est stockée dans votre logement. On n'a pas de radiateur, on n'a pas d'inertie sur le logement. Et donc, dès que vous démarrez votre eau chaude, vous n'avez plus de chauffage. Donc ça aussi, c'est à anticiper. On change un peu les usages aujourd'hui. C'est qu'avant, sur une pompe à chaleur, on avait un mode électrique, jour ou nuit, où on faisait une chauffe de ballon ECS par jour.
Et avec une pompe à chaleur, on la monte entre 45 et 55 degrés. La RE 2020 nous dit aujourd'hui qu'il faut 56 litres par personne et par jour. Typiquement, c'est votre douche. Hein. Vous mangez, vous prenez votre douche, on est à 56 litres. Et donc, on voit qu'effectivement, avec une seule production d'eau chaude par jour, on arrive à faire 1, 2, voire 3 personnes, couvrir les besoins de 1 à 3 personnes. Ce qu'on préconise aujourd'hui, nous, c'est de faire de la production entre guillemets intelligente et de faire plusieurs régénérations dans la journée. On fait une chauffe du ballon et on fait des petites régénérations dans la journée, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin et de produire beaucoup plus d'eau chaude sur la journée. Et en même temps, ça permet de produire de l'eau chaude quand vous n'êtes pas dans votre logement. Donc sur les petits logements, ça reste intéressant. La solution 100% collective, après c'est ce que je vous disais aujourd'hui, on met une grosse pompe à chaleur, alors vous la mettez dans le jardin, vous la mettez sur le toit, elle va aller chercher l'énergie sur l'aérothermie. Vous allez avoir un ballon de stockage et un ballon de production d'eau chaude sanitaire et vous produisez pour l'ensemble de votre logement ou pour l'ensemble de votre immeuble collectif, ce qui permet effectivement de réduire un peu le coût. Par contre, on n'est plus sur des solutions individualisées, donc il y a de la maintenance à prévoir annuelle. Et il y a des réglages un peu plus fins que ce qu'on pouvait avoir avant. Ce qui est important aussi de voir aujourd'hui, c'est l'hybridation. Parce que la pompe à chaleur, on l'a vu, dès que les températures en hiver vont commencer à descendre, le COP se casse la figure. Et quand vous avez un COP de 2 sur une pompe à chaleur, on fait pareil avec un grille-pain. Donc c'est l'intéressant, les systèmes aussi, il faut se poser la question, est-ce que c'est intéressant de mettre une pompe à chaleur tout seul ou est-ce qu'il vaut mieux hybrider ou multiplier les systèmes de production de manière tout à fait raisonnable. Enfin, M. Dinet vous en parlera tout à l'heure. L'idée effectivement c'est de pouvoir coupler une pompe à chaleur, une chaudière gaz, on produit les mêmes usages eau chaude sanitaire et chauffage pour le bâtiment. Par contre, ça permet de décréter les besoins. Quand il fait moins 17, on va tourner au gaz. Et quand il fait moins 5 degrés jusqu'à 10 degrés en intersaison, on est 100% sur la pompe à chaleur. On ne consomme pas de carbone. Et on est sur des solutions hybrides qui fonctionnent bien et qui s'adaptent en fonction des besoins. Après, c'est des choses, aujourd'hui, on a encore besoin d'un saut technologique pour remplacer cette solution gaz par d'autres technologies qui permettront de produire moins de CO2, voire de ne plus en produire du tout, et d'arriver sur des systèmes qui sont stables dans le temps. Je vais vous parler après de la partie géothermie, par exemple. L'utilisation des packs en préchauffage, quel est l'intérêt? Oui. On a moins de CO2 produit, enfin dépensé par rapport à du pétrole, oui. Après, il faut encore que le gaz vert progresse pour qu'on puisse avoir une adduction de gaz 100% vert. Ou alors... Qu'est-ce que vous voulez dire par progresse? Aujourd'hui, on n'est pas 100% de gaz vert en France. Non, mais si on achète du gaz vert, il y en a quand même pour plus de 12 TWh, donc il y en a quand même. Mais si tout le monde bascule, c'est la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est des solutions qui sont en évolution. Si tout le monde passe sur une PAC, demain, ça va clasher parce que Enedis n'est pas prêt à supporter la consommation électrique de la PAC. C'est pareil sur le gaz vert. On progresse. Il faut que les gens veuillent investir et veuillent payer du gaz vert et que derrière, GRDF produise plus de gaz vert pour pouvoir couvrir 100% des besoins. On est sur des estimations normalement entre 2035 et 2045 sur de la production 100% gaz vert d'après les chiffres GRDF aujourd'hui. Alors, ce ne sont pas spécialement des chiffres que GRDF, hein, c'était une étude qui a été faite par l'ADEME. Hein. Oui. Donc je me permets quand même, GRDF, ce n'est pas non plus le grand savant. Le grand Manitou, non. Mais voilà, donc aujourd'hui, il y a le potentiel, on va avoir 20% à horizon 2030, c'est demain. Donc je pense que c'est une solution qui aujourd'hui, il y en a. Donc, et quand vous utilisez la PAC, où il y a effectivement très peu d'électricité utilisée, puisque vous utilisez la... Donc, on a des COP importants dessus. Voilà, c'est vraiment un produit intéressant aujourd'hui, quoi.
Oui, mais complètement. C'est bien pour ça que je parle de l'hybridation, c'est qu'aujourd'hui, la PAC toute seule ne sera pas la solution idéale. Il faut qu'on réfléchisse forcément à comment on va couvrir nos usages, comment on va faire pour faire de l'eau chaude sanitaire, comment on va faire du chauffage. Quoi de plus, effectivement, c'est ce qu'on disait, la couverture des besoins par PAC modulable suivant les objectifs du client, entre guillemets. L'optimisation des performances des PAC, ça permet vraiment d'utiliser la PAC quand elle est la plus performante. La continuité de service des usages, la PAC tombe en panne, il nous reste un minimum qui peut être produit par la chaudière. La réduction des tailles de PAC collectives, ça permet de gagner de la place dans les locaux aussi, dans les habitations. Et on a surtout une diminution des cycles de marche-arrêt en court cycle. Donc la PAC va vieillir beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps. Et de la même manière, moins d'électricité absorbée et la compétitivité des systèmes. Je voulais revenir aussi donc, sur les solutions géothermiques. Vous présenter une solution qu'on a mis en œuvre sur le dojo de Rochetaillé. Donc cette solution, on était sur une géothermie sur sonde. De la même manière, on aurait pu faire une géothermie sur nappe si on avait eu de l'eau en sous-sol. Très rapidement, les besoins du bâtiment qui ont été déterminés. On a un bâtiment qui fait 885 m², 200 m² de dojo, 350 m² pour une salle des fêtes. On est sur un besoin annuel de 102 gigawattheures de chauffage et de 10 gigawattheures de CS par an. Le CS, essentiellement, c'est pour les vestiaires du dojo. Oui, c'était bon. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Effectivement, on a fait des recherches géothermiques dans le sol. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de nappe dans laquelle on pouvait puiser de l'eau et entre guillemets puiser des calories. Même si on était en bord de Saône, effectivement, on était sur un endroit où le terrain était complètement étanche. Et donc, on allait chercher la chaleur spécifique du sol avec les sondes géothermiques. Donc on a fait appel à un géothermicien qui nous a permis de trouver, donc aujourd'hui on est sur du 2,18 mégajoules par mètre cube par Kelvin, donc par degré, à 150 mètres de profondeur sur les sondes. Et la réponse thermique, j'en parlais tout de suite après, qui était pas mauvaise puisqu'on avait une conductivité du sol à 2,47. C'est à peu près ce qu'on a en moyenne entre 2 et 2,50 sur le bassin lyonnais. Comment fonctionne, comment on évalue la réponse thermique du sol? Sur de la sonde géothermique, on fait une sonde, donc une gangue en béton dans laquelle on fait passer un fluide, de l'eau avec du glycol. Et sur la première sonde qu'on va poser sur le terrain qui est de construction, on va mettre une petite chaudière et on va regarder son évolution dans le temps sur 72 heures, entre 48 et 72 heures. On chauffe avec une puissance constante, on mesure la dérive de température du fluide et ça nous donne la température initiale du terrain, la conductivité thermique du sol et la résistivité de la sonde. Et à partir de cette sonde-là, ça nous permet de savoir si il nous faut une sonde, 2 sondes, 12 sondes pour couvrir le besoin global du bâtiment. De la même manière, donc ça nous a permis de déterminer sur ce projet-là qu'il nous fallait 7 sondes à 150 mètres de profondeur. Et on fait une simulation pour savoir l'évolution de la température sur la première année de fonctionnement. Et effectivement, on voit que c'est relativement stable sur la première année, et donc c'est l'énergie qu'on va pouvoir récupérer sur notre pompe à chaleur. En étant cette étude sur 25 ans, parce qu'aujourd'hui, ce bâtiment avait besoin de chaud-sol. Le problème d'utiliser une pompe à chaleur sur sonde avec uniquement du chauffage, c'est qu'on gèle le sol au fur et à mesure des années. Et donc, l'efficacité sur 25 ans se casse la figure d'année en année. La meilleure utilisation sur de la sonde, c'est que vous fassiez du chauffage et du froid. Ça veut dire que l'hiver, vous allez geler votre terrain.
pour récupérer de la chaleur. Et l'été, vous avez le réchauffer, vous avez le dégeler et vous le rechargez d'année en année, quoi. Et donc effectivement, on a fait cette simulation sur 25 ans pour nous permettre de dimensionner l'installation intérieure qui va nous donner la puissance de la pompe à chaleur à 25 ans. Pour que, au fur et à mesure où le champ de sonde va se geler, on ne perde pas en efficacité sur le bâtiment, quoi. Très rapidement, je vous ai mis le plan d'implantation des sondes parce que c'est spécifique aujourd'hui. Les simulations qu'on a faites dépendent de la distance entre deux sondes géothermiques. Aujourd'hui, on les espace de 10 mètres, qui est le plus efficace entre la distance et l'efficacité d'une sonde. Il faut savoir que jusqu'à 30 mètres entre deux sondes, on a une interaction. Donc quand on fait la simulation, on fait toujours la simulation sur le champ de sonde, avec la position des différentes sondes et on voit comment évolue le sol. Et donc effectivement, c'est des particularités qu'il faut bien faire attention. On a une distance par rapport aux fondations à respecter et on a une distance entre chaque sonde pour pouvoir quand même récupérer l'énergie dans le sol sans que le système se sclérose tout seul. Et donc sur le côté, je vous ai mis une petite coupe d'une sonde. Aujourd'hui, une sonde géothermique, c'est bien un tube qui fait un aller-retour dans le sol avec une gangue en béton. Sur ce projet-là, on n'avait pas de place sur le terrain, donc on l'a mis sous le bâtiment, ce qui est possible. C'est quelque chose que j'aime pas trop faire, parce que si le sol s'assèche, on va avoir une lame d'air qui va se poser entre la sonde et la terre, et donc on va avoir une isolation qui va se faire, et donc un échange beaucoup moins efficace. Je préfère quand on est à l'air libre, il y a l'eau généralement qui comble le trou et qui vient renforcer les échanges. Mais ça fonctionne aussi. Enfin, la simulation a montré que ça fonctionnait aussi et qu'on pouvait se lancer là-dessus. Je vous ai fait un petit point sur le schéma de l'installation. Alors c'est un grand schéma sur un petit slide. Il y a des choses importantes à faire attention. Aujourd'hui, ces systèmes sont poussés par le fonds chaleur. Donc vous avez des investissements importants du fonds chaleur et des investissements des collectivités de part et d'autre. Il faut savoir que le fonds chaleur, pour libérer les subventions, a besoin d'un certain nombre d'informations, notamment les comptages, où il faut qu'on compte ce qui part du champ de sonde, qu'on compte tous les usages et qu'on fasse vraiment le COP de l'installation globale, avec les consommations des pompes, avec les consommations de la pompe à chaleur, et qu'on voie l'efficacité du système pour prouver qu'aujourd'hui on est sur une solution décarbonée qui fonctionne et que les investissements du fonds chaleur ne se font pas à perte. On n'est pas là pour payer le chauffage des collectivités, mais effectivement c'est important de vous rapprocher, si vous avez une solution à mettre en place, de vous rapprocher de l'ALEC ou de l'ADEME, suivant où vous êtes dans le département, et de bien prendre en compte les données d'entrée, les suivis énergétiques qui seront nécessaires dans un deuxième temps. Le deuxième avantage aussi qu'on a pu tirer ici de l'installation, c'est qu'on a mis en place un échangeur de géocooling, entre guillemets. En intersaison, on arrête les packs, on récupère l'eau qui est dans le sol, on le balance sur le réseau de chauffage et ça nous permet de réchauffer, enfin de refroidir l'air des CTA et de traiter les petits locaux de bureau pour avoir de l'énergie gratuite entre guillemets et du confort à l'intérieur du bâtiment. Oui. Qu'est-ce qu'on a obtenu après 4 mois de fonctionnement ? Grosso modo, le système a été réceptionné en fin d'année dernière. Au bout de 4 mois, on s'est fait un petit point sur les consommations pour savoir où on en était, sachant qu'on a 2 ans de suivi énergétique sur ce bâtiment pour être sûr du bon fonctionnement et pour débloquer les subventions du fonds chaleur. Comptage d'énergie sur les champs géothermiques, on était à 14 gigawatts. Non, 14 mégawatts, excusez-moi. Le compteur, sur les compteurs électriques et les packs, on était sur du 8 mégawatts. Donc, on est sur un COP de la machine, entre guillemets, à 4,83, ce qui est un bon COP pour démarrer une installation, sachant qu'on a eu des essais, on a eu de la mise en service qui s'est poursuivie sur ces 4 mois. Par contre, le fonds chaleur nous demande le COP global de l'installation.
et il nous demande un COP global minimum de 3. Et là, on voit qu'on n'est pas loin, entre guillemets. On a repris sur les compteurs des CTA, l'eau chaude, les radiateurs, les compteurs électriques des résistances, puisqu'on fait un complément de chauffage sur l'OCS en électricité. Et donc un circuit secondaire qui arrive à 23 MW, et on arrive à un COP de 2,73. Donc on voit qu'en réglant l'installation, on va arriver facilement aux 3, et qu'on n'a pas d'inquiétude sur cette installation par rapport à ce qu'on a mis en place. Coût de la partie géothermie, ça c'est important, c'est voir un peu ce qu'on peut imaginer sur une installation comme ça de 800 m². On est sur un coût de la partie géothermie de 88 000 €, uniquement pour la partie sonde. On a sur un coût de l'installation CVC, on est à 325 000 €, dont la partie juste production de chaleur, on est à 55 000 €. Donc on est à plus de 100 000 € sur l'installation géothermique. Les subventions attendues sur l'investissement est calculée en fonction du coefficient 80 MW x 800 € sur le ratio qui était applicable, donc ils ont changé, mais qui est applicable en 2021. Donc aujourd'hui, le fonds chaleur subventionne 63 000 € sur cette installation de chauffage. Et c'est ce qui permet d'équilibrer le budget de l'opération, puisque aujourd'hui, au démarrage de l'opération, on avait une chaudière gaz qu'on a remplacée par les sondes géothermiques, et effectivement, c'est le fonds chaleur qui a permis d'aider la mairie à basculer sur une solution durable et une solution décarbonée. Point important, alors ça a aussi un petit peu évolué, ça je vous laisserai vous rapprocher de l'ALEC, mais on était sur 80% de réception des subventions à l'installation et 20% après un an d'exploitation, du moment qu'on confirme que le COP de 3 est bien respecté sur l'installation. Donc il y a eu des petites variations là sur début 2024 sur ces sujets-là. Pour faire un petit comparatif sur la solution initiale qui était en gaz, grosso modo, on avait une solution chaudière gaz avec un COP machine de 1,04, c'est les 104% de rendement de la chaudière, avec une production de CO2 qui montait à 14 tonnes par an. Aujourd'hui, avec une solution géothermique et une pompe à chaleur sur des sondes géothermiques, on a un COP machine qui est à 4,83 et soit une production de 2,5 tonnes de CO2 par an. Donc on gagne quand même 11 tonnes de CO2 par an juste en ayant supprimé la chaudière et en étant passé sur une solution géothermique. Point fort ou point de vigilance entre guillemets. Qu'est-ce qui nous a permis de passer avec un système géothermique sur ce bâtiment-là? Il faut un accompagnement fort de l'AMOA, de la mairie et de l'AMO, où on a travaillé ensemble, main dans la main, pour réussir à sortir cette solution, à voir ensemble les subventions possibles et à avancer dans le projet et mettre en place cette solution. Et il fallait une forte effectivement implication de l'équipe municipale parce que, il y a des subventions à les demander, il y a des dossiers à monter. Donc il faut que les gens soient persuadés que c'est la bonne solution. Les points de vigilance, chose très importante quand vous demandez une subvention, que ce soit à l'ADEME ou à l'ALEC, il faut que la demande soit faite avant que vous investissiez. Donc ça veut dire qu'avant que vous payiez un bureau d'études géothermique, que vous lanciez un foreur pour faire une sonde test, il faut que l'ALEC ait lancé le dossier. Sinon, les subventions sont annulées avant d'avoir commencé. Bien sélectionner les entreprises, donc ça il faut faire attention, il faut que ça soit des entreprises qui soient RGE, il faut que les foreurs soient qualiforage. Et après, il vous faut aussi une entreprise de maintenance qui tienne la route, parce qu'on n'est plus sur la vérification de chaudière gaz. Il y a quand même de la régulation à vérifier. Et si on veut que le COP de l'installation reste au-dessus de 3, il y a des réglages à faire régulièrement. Donc il y a un vrai travail de maintenance derrière une fois que l'installation est finie.
Et après, c'est ce que nous on préconise, c'est privilégier un suivi énergétique sur les 2 ans avec votre bureau d'études pour qu'on puisse valider déjà que la solution fonctionne et qu'on puisse conseiller aussi les modifications à faire pour arriver à ce COP de 3 et toucher les subventions. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, Laurence Fayol, responsable du bureau d'études thermiques de la ville de Lyon. J'avais une question, est-ce que vous avez calculé le temps de retour de l'installation ? Alors le temps de retour de l'installation avec les subventions est à peu près entre 7 et 8 ans. Par rapport à une consommation gaz, et on était parti sur une consommation gaz qui augmentait de 3% à l'époque. Et là, on a vu qu'avec l'Ukraine qui est passée au milieu, le temps de retour va être beaucoup plus court que ça. Et vous considérez quelle durée de vie au niveau de la pompe à chaleur ? La pompe à chaleur, on espère qu'elle va tenir entre 20 et 25 ans, mais généralement, on est plus sur 15 ans. Donc on est sur une milieu de vie de l'installation avec la pompe à chaleur. Votre calcul, il est sur 20-25 ans, du coup ? Notre calcul... Pour le temps de retour ? Ah non, le temps de retour sur investissement, c'est le temps où la solution chaudière gaz coûte plus cher que l'installation de la pompe à chaleur, en fonction du coût des énergies. Sur une durée de vie de la pompe à chaleur ? Oui, mais c'est ça. Après, ce qu'on peut faire, c'est une durée de vie. Enfin, sur 25 ou 30 ans, on peut regarder avec un remplacement de pompe à chaleur au bout de 15 ans, voir ce que ça donne. Mais on voit qu'on est toujours à peu près dans ce niveau de 50% de la vie de la pompe à chaleur sur l'installation. Cédric Chagot de Solia. J'avais une petite question par rapport à l'impact environnemental. Vous parliez tout à l'heure que ça modifiait les températures des sols. Est-ce qu'il y a des études par rapport à ce genre de modification ? Pour l'instant, il y en a très peu. Ce qui est dit dans le domaine, c'est qu'il n'y a pas d'impact, puisqu'on descend sur des sols à 150 mètres de profondeur. Il faut savoir que le sol viable, entre guillemets, est entre 0 et 1 mètre. Là où on pourrait vraiment avoir des impacts, et c'est des impacts très localisés, puisque quand on va geler le sol autour d'une sonde, on va tourner à 1 et 2 mètres, pas plus autour. Donc après, c'est ce que je disais, c'est que le plus, c'est toujours réfléchir à comment vous allez utiliser votre système. Et si on peut faire du chaud et du froid sur une sonde qui est à l'extérieur, il n'y a quasiment pas d'impact. Après, c'est la même chose sur de la géothermie sur nappe. On voit qu'on réchauffe les nappes ponctuellement. Et avec le courant de la nappe, il y a très peu d'évolution, sauf sur des métropoles comme sur Lyon ou sur Grenoble, où on a des nappes qui commencent à être polluées. Mais il y a très peu d'impact de la géothermie sur le système, puisque l'eau est renouvelée régulièrement. Moi, la question, c'est s'il y avait une généralisation sur un secteur un peu regroupé, entre guillemets, quoi. S'il y avait plusieurs points de géothermie assez localisés, est-ce que... Il y a très peu d'interactions, puisque là, au-delà de 30 mètres, on n'a pas d'interaction entre les sondes elles-mêmes. Donc si on a 2 installations qui sont séparées d'une centaine de mètres, on a très peu d'impact sur le sol en lui-même. Bonjour, Mathis Attard de la Lyon. Déjà, merci pour la présentation. J'avais une petite question, j'en ai 2 en réalité, donc je prends la dernière qui rebondit du coup sur l'impact environnemental de la PAC. Aujourd'hui, la pompe à chaleur, elle fonctionne avec un fluide frigorigène. Oui. Sur le projet du coup que vous avez cité, on tourne avec quel fluide sur la machine ? Sur la machine que vous avez présenté. Ça doit être du R32, je vous dis ça de mémoire. Ok, et la question du coup que j'aimerais vous poser, vous n'avez pas eu de contraintes au niveau de la flammabilité du système ? Non. Okay. Aujourd'hui, on l'a mis dans un local technique qu'on a traité comme une chaufferie. Donc on est dans un local technique coupe-feu qui est ventilé. Okay. Donc il n'y a pas eu de problématique. Après, plus on va arriver, il y a des nouvelles générations de gaz qui arrivent, comme du propane, comme des choses comme ça. Il y a des précautions à prendre. Effectivement, c'est pour ça que si on part sur des chaudières centralisées, il vaut mieux avoir des systèmes extérieurs. Si ça brûle dehors, entre guillemets. Mais oui, c'est un sujet sur lequel il faut faire attention, parce que quand vous mettez une pompe à chaleur au propane à l'intérieur d'un bâtiment, il y a des contraintes autres qui sont à prendre en compte, sur la ventilation et sur... Mais
de la même manière qu'on avait des contraintes à prendre en compte sur les chaudières de plus de 70 kg, où on amène du gaz dans le bâtiment, quoi. Oui, tout à fait. Et la deuxième question que je souhaitais vous poser, c'était pour être sûr d'avoir bien compris. Donc là, au milieu de présentation, on a évoqué les packs RO et les packs RR. Et si je comprends bien, vous avez dit que les pompes à chaleur RO pour des petits logements, c'était pas forcément les plus adaptés. Il fallait plutôt passer sur la pack RR. Oui, c'est ça. Je me permets de challenger un peu du coup ce propos-là parce que en termes de performance énergétique, une pompe à chaleur RO sera quand même bien meilleure, aura un COP, une efficacité bien meilleure qu'une pompe à chaleur RR, et que les systèmes ont une plage de modulation définie, j'entends bien. Après, vous avez sûrement des pompes à chaleur plus petites, il suffit de bien cadrer le besoin pour après... Je vous donne rendez-vous dans 3 ans, quand vous mettez des pompes à chaleur RO sur des petits logements. Concrètement, du coup, Aujourd'hui, j'ai fait le tour, justement, pour arriver à ces préconisations-là, j'ai fait le tour de ce qui existait. Alors, je ne vous dis pas qu'en 2025, on n'aura pas des pompes à chaleur plus petites qui existeront. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a sur les différents fabricants, sur la pompe à chaleur RO la plus petite, elle est surpuissante par rapport à ce qu'on a besoin sur un T1. Okay. Donc ça vieillit forcément beaucoup plus vite. C'est juste une question que pour le moment, en fait, l'industrie n'a pas calibré ses pompes à chaleur pour un range de puissance très, très bas. Exactement. Je comprends mieux. S'ils arrivent à faire une pompe à chaleur RO 2 fois moins puissante, on peut couvrir toute la gamme de logements qui existe aujourd'hui. Ok, c'est plus clair, merci. Je vous en prie. Bonjour. Hugo Tessier, référent technique à Doremi. J'avais une question pour vous, parce que je suis assez surpris effectivement du COP annuel de moins de 3 sur une installation géothermique. Quels sont les éléments qui expliquent ça sur ce bâtiment? J'ai cru dire que c'était un dojo. Est-ce que c'est la qualité de l'enveloppe? Est-ce que c'est les températures d'émission qui sont en cause? Alors non, aujourd'hui l'enveloppe est relativement performante. On n'est pas sur une enveloppe RE2020, mais on s'en approchait. Après, ce qui grève entre guillemets ce COP essentiellement, c'est l'épingle électrique sur l'OCS. Aujourd'hui, on était sur un fonctionnement entre guillemets encore en mise en service, et on a produit pendant plus de 2 mois et demi l'OCS sur l'épingle électrique. Donc ça a forcément consommé beaucoup plus et ça a fait descendre le COP de l'installation globale. Mais en faisant les réglages qu'on a vus avec l'installateur, normalement on devrait monter sur la machine sur un COP au-dessus de 5 et on devrait atteindre entre 2,2 et 2,3 simplement sur l'installation globale. Là c'est bien un COP qui prend toute l'installation, c'est-à-dire les consommations des pompes qui fonctionne et qui aujourd'hui fonctionnait en permanence puisqu'il n'y avait pas de régulation en démarrant le projet, et la production de CS. Ça marche. Et du coup, est-ce que vous avez un mot à dire effectivement sur le contexte aujourd'hui qui est de développer la pompe à chaleur sur des logements et du tertiaire pas vraiment isolés? Eh bien, c'est une aberration. Je ne sais pas ce que vous voulez entendre, mais aujourd'hui, si on fait de la rénovation ou de la décarbonation sans parler d'enveloppe du bâtiment, sans parler d'isolation, pour moi, ça ne sert à rien. Parce que c'est investir sur des systèmes qui vont tourner à produire de l'énergie qu'on ne pourrait ne pas dépenser. Maintenant, je ne suis pas aux manettes quand on fait une installation sur un bâtiment. Ça coûte moins cher de poser une pompe à chaleur que de réisoler tout le bâtiment. Mais aujourd'hui, ça reste une aberration à mon sens. Marine Dodd, bureau d'études Indigo. Je voulais rebondir justement là-dessus. Je voulais compléter sur le fait que justement la température du réseau de chauffage justement dans les bâtiments va avoir un gros impact sur ce COP, justement comme vous le dites. Et justement pour réduire cette température qui passe dans les radiateurs, etc., c'est là que parfois on n'a pas le choix d'isoler le bâtiment, et donc c'est le premier lieu. Et c'est comme ça qu'on arrive à des très bons COP. Donc voilà, c'était juste un complément là-dessus. Merci pour le complément. Mais effectivement, faire de la pompe à chaleur haute température pour maintenir des radiateurs, parce qu'on n'isole pas le bâtiment et on garde les radiateurs existants avec de l'eau à 70 ou à 80 degrés, c'est pisser dans un violon. Aujourd'hui, c'est le COP de la machine haute température va être nettement moins bon qu'un COP entre 35 et 55 degrés sur ces installations-là. Et donc on consomme beaucoup plus pour maintenir une installation qui est caduque à la base, quoi.
Bonjour, Franck Combet, BTP Banque. Vous avez parlé de système hybride. En logement et en rénovation, existe-t-il un système hybride, fuel, pompe à chaleur? Il suffit de le créer. Je vois pas l'intérêt, sauf si la chaudière fuel fonctionne vraiment bien et que vous voulez pas la changer. Mais au niveau des temps de retour sur investissement, je vois pas l'intérêt de garder une chaudière fuel. Mais un système hybride aujourd'hui, c'est mettre en place deux systèmes, une chaudière gaz, une pompe à chaleur, une chaudière électrique, une pompe à chaleur. On pourrait faire un système hybride avec une chaudière gaz et une chaudière fuel. Ça resterait un système hybride. Mais aujourd'hui, oui, si vous avez un système à fuel qui fonctionne bien et que vous recomplétez avec une pompe à chaleur derrière, on est sur un système hybride qui va permettre de descendre la consommation de fuel et de rentabiliser, entre guillemets, l'investissement de la pompe à chaleur sur la production qui va fonctionner très très bien 70% de l'année. Tant qu'on ne descend pas dans des températures très basses, la pompe à chaleur va être très rentable, entre guillemets, son rendement va être très bon. Donc c'est juste à créer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème technique en fait. Ah, il n'y a aucun problème technique. C'est à concevoir, trouver un plombier, un chauffagiste qui est capable de faire l'installation. Et il n'y a pas de problème technique. Après, c'est effectivement, la pompe à chaleur va fonctionner sur des systèmes à 45 degrés. Une chaudière fuel qui va faire de l'eau chaude à 45 degrés, elle va avoir un rendement qui va être très mauvais. Et ça va s'encrasser, des choses comme ça. C'est ces problèmes-là qu'il faut regarder. Après, il n'y a pas de problème autre que regarder comment fonctionne l'installation. Merci. Bonjour, après la fin de vie d'une pompe à chaleur, quelle est la recyclabilité ou le réemploi de ce genre de matériel? Est-ce qu'il existe une filière aujourd'hui? C'est une très bonne question. À ma connaissance, ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est à faire. Les industriels se posent la question. Ils font sur la même manière qu'on recycle des extracteurs ou des CTA. Ils font des pièces détachées. On est capable de changer des compresseurs, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, la recyclabilité de la pompe à chaleur, à ma connaissance, on n'a pas de filière qui existe. Mais c'est forcément une réflexion qui est en cours et elle devrait exister dans une petite dizaine d'années, elle sera nécessaire en tout cas. Je me permets juste de reprendre le micro, parce que du coup j'ai un petit complément de réponse à apporter pour avoir travaillé du coup chez un équipementier. La réponse de la recyclabilité des matériaux, c'était de dire on attend plus tard, on traitera ce sujet-là après. Ouais. Bah, donc c'est en train de bouger quand même, mais à l'époque c'était pas non plus la priorité. Bah, l'avantage, c'est que c'est juste un gros bout d'acier avec un peu de gaz à l'intérieur. Donc il y a... Si, justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a 10-15 ans, ce gaz, le mainteneur, il arrivait, il ouvrait le bouchon, il revenait quand il n'y avait plus de gaz, il en remettait du neuf. Aujourd'hui, on voit que c'est des gaz à effet de serre, on voit que c'est des gaz où il y a une traçabilité qui a vraiment... Enfin, la réglementation a fait un gros pas là-dessus. Donc on a une vraie traçabilité sur les installateurs, donc ils sont obligés de récupérer un maximum de gaz, et s'ils ne récupèrent pas tout le gaz, ils ont une pénalité. Donc il y a des filières par contre de recyclage du gaz aujourd'hui qui sont en place. Mais après, plus on avance dans le temps, plus les gaz, entre guillemets, ont des impacts moins importants. C'est là où on revient sur des pompes à chaleur au CO2, c'est le début. Des pompes à chaleur au propane, par exemple. Après, on a d'autres problématiques. C'est typiquement, comme on a dit tout à l'heure, une pompe à chaleur au propane. Vous la mettez dans votre logement, enfin, il ne faut pas qu'il y ait une fuite, quoi. Parce que on a l'inflammabilité de ces gaz-là qui sont problématiques, mais qui aujourd'hui font partie de la recherche et développement des industriels. Oui, bonjour, Laurent Bayeux de Zone Énergie. Bonjour. J'ai une petite question, j'en ai plusieurs. La première, sur la PAC air que vous avez présentée, si j'ai bien compris, on pouvait l'associer avec un ballon pour produire l'eau chaude avec le module extérieur. Exactement. Donc ça, c'est des systèmes qui existent. Ça, c'est des systèmes qui existent. Ok. C'est intéressant, je le découvre. La photo, c'est du Atlantique, si vous voulez. Okay. On a les mêmes sur la plupart des industriels. Aujourd'hui, il y a des systèmes complets qui sont montés avec le ballon thermodynamique indépendant ou le ballon thermodynamique lié à l'unité extérieure. PAC air.
Pack RR, oui. Ok. Quid de l'utilisation de ballons tampons sur une PAC? Est-ce que vous le préconisez systématiquement ou pas Non, pas systématiquement. Donc, Après, tout s'étudie. Enfin, il n'y a pas de solution toute faite. Sinon, je ne serais pas là. Je serais sur la plage en train de siroter si j'avais trouvé la solution toute faite pour toutes les installations qui seront mises en place. Chaque système s'étudie. Il y a sur certains systèmes, en fonction des puissances des pompes à chaleur, on a besoin de ballons tampons. Il y a des systèmes, quand on fait de l'hybridation, il nous faudra encore des ballons tampons. Après, moi je suis toujours dans la sobriété. Moins on en met, moins il y a de panne. Donc si on peut s'en passer, effectivement, il n'y a pas besoin de les mettre. Et ça ne peut pas améliorer la durée de vie du système avec moins de cycles de démarrage et de... C'est toujours la même chose. C'est que si, par exemple, sur un système d'hybridation avec la chaudière, on réduit les entiers court cycle, il n'y a pas besoin de ballon tampon. Si, par contre, on voit que dans le fonctionnement de la pompe à chaleur, on va être limite sur les courts cycles, il faut mettre ce ballon pour justement faire durer plus longtemps la pompe à chaleur. Okay. Mais c'est... Voilà. Il n'y a vraiment pas de solution toute faite. On est sur du sur-mesure sur chaque bâtiment aujourd'hui, et d'autant plus avec la RE 2020 et d'autant plus avec les nouvelles solutions de décarbonation. Ouais. Okay. Oui, il y a aussi les moments de dégivrage où effectivement on n'a plus de chaleur qui est renvoyée dans l'installation. Donc ce ballon-là permet de renvoyer, de combler autant de dégivrage de la PAC. Okay. Et petite dernière question sur la géothermie. Est-ce que pour des... Bon là vous avez présenté un gros projet. Sur des projets de maisons individuelles, est-ce qu'on peut éviter de faire ces études pour connaître la résistivité du sol? Est-ce qu'il y a des abacs en fonction des zones? Alors, c'est compliqué. Déjà parce que sinon je ne travaille plus. Et surtout parce qu'on prend des risques. Aujourd'hui, sur un système, on a une base de données qui existe sur la géothermie en France. On a énormément d'informations sur toutes les installations qui ont été faites autour, si vous avez un terrain pour regarder. Donc effectivement, vous pouvez mettre une sonde ou aller chercher de l'eau de nappe en demandant les autorisations qui vont bien et lancer votre système. Vous n'avez aucune garantie que ça marche. Le problème du sol, c'est qu'on n'a pas d'uniformité sur des grandes plages. Il suffit que la personne tombe, vous partiez sur une sonde, vous tombiez dans de l'eau. Derrière, la sonde, soit il ne pourra pas aller au bout du forage, soit on va perdre en efficacité sur la sonde et donc vous aurez la moitié de la puissance prévue. Donc faire une installation géothermique sans avoir fait les recherches au niveau de la nappe, si elle est disponible ou pas, si on peut le faire, puisqu'il y a quand même quelques nappes qui alimentent, par exemple des nappes qui alimentent Lyon en eau potable, on n'a pas le droit d'aller récupérer de la chaleur dedans. Et de votre sol, en fonction de la nature du sol, vous pouvez avoir du simple au double en coefficient d'échange. Donc sans études préliminaires, c'est très compliqué. Enfin, je vous le déconseille. On a encore un petit peu de temps pour une question ou deux. Oui, bonjour, Monsieur Beaumont, hydrogéologue chez Aegis. Je vais quand même répondre en précisant que c'est pas parce qu'il y a de l'eau dans le sol que les sondes seront moins efficaces, c'est même l'inverse. Une sonde géothermique, quand il y a un sol saturé, elle est beaucoup plus efficace que quand il y a de l'air. Sauf que si vous tombez dans la nappe, ça c'est vraiment un problème si on tombe dans un karst ou vraiment s'il y a de l'eau. C'est ça, trop d'eau. De l'eau, il y en a quand même quasiment partout en France. On peut faire des sondes et ça sera mieux s'il y a de l'eau. Elles seront beaucoup plus efficaces. C'est pour ça que d'ailleurs, vous avez dit que vous ne vouliez pas mettre les sondes sous le bâtiment parce qu'il y avait de l'air. Alors ça, j'ai pas très bien compris. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur les sondes qui sont sous le bâtiment, sur les premiers mètres des sondes, si le sol s'assèche, on a une séparation entre le sol et la sonde. Si ça s'assèche à cause de... À cause de... du fait du bâtiment qui est au-dessus. Bon alors, du coup, les sondes sous un bâtiment, il n'y a aucun problème. La température du sol, elle est constante à partir de 10 à 15 mètres. On est d'accord. Et c'est pas parce qu'il y a un bâtiment sur une petite surface que ça prive la nappe de son alimentation, parce que la nappe, c'est quand même un périmètre d'alimentation qui est beaucoup plus large qu'un bâtiment ou qu'une ville. Voilà, donc c'était juste pour rassurer. Et aussi pour dire que vous avez beaucoup utilisé le mot congeler le sol. Avec des sondes, on ne vient pas congeler le sol.
il y a une norme qui limite la température, donc on ne vient pas congeler le sol, on vient juste le refroidir. Il ne faut pas faire peur parce que, attention, voilà. Et juste pour les particuliers, le problème c'est qu'il n'y a pas d'aide. Et ça, il faut le dire. Oui. Pour les particuliers, il n'y a pas d'aide pour faire une sonde géothermique, par exemple, pour un forage, contrairement à une entreprise. Une entreprise ou une communauté. Donc vous aurez juste une aide pour la PAC qui est de 5 000 € au maximum et vous n'aurez rien pour les forages. C'est juste ça le problème. Et le forage, ça coûte cher, ça coûte environ 130 € du mètre linéaire pour les sondes. Voilà. Oui, c'est en augmentation vu qu'on n'a plus beaucoup de foreurs. Ouais. Mais oui, c'est ça. Hugo Feneuil, conseiller habitat privé pour la LTE 69. Je me posais la question, vous avez présenté un projet du coup sur une échelle, un bâtiment, donc une grande échelle on va dire, parce que vu que je travaille avec des particuliers plutôt au quotidien, voilà, on parle de forage, donc en sondage vertical. En particulier, on peut avoir aussi éventuellement de sondage horizontal quand il y a le terrain pour. Oui. Et du coup, est-ce que, moi il y a une troisième solution donc, que je vois rarement passer, mais que j'avais vu une fois, c'était les corbeilles géothermiques. Est-ce que vous connaissez? Dans quelle mesure est-ce que quel intérêt ça aurait? Alors ça existe, on n'en a jamais posé, jamais étudié, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais oui, c'est une des solutions. Il y a des solutions géothermiques qui existent aussi sur des pieux de bâtiments, sur des gros bâtiments. Il y a plusieurs solutions. Après, c'est à étudier. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est chaque projet est particulier, donc chaque solution doit être étudiée en fonction de sa faisabilité et de son coût. Oui. Encore une question? Bonjour, Christelle Julien de la LEC Lyon. On va voir, je pense, beaucoup de systèmes de PAC RO collective, notamment sur du résidentiel collectif en milieu urbain. Oui. Et je me posais la question, est-ce qu'il faut toujours avoir une chaudière électrique, en plus sur l'installation, quand on doit faire le chauffage et l'eau chaude, ou pas spécialement? On en revient à ce que je dis. Il faut qu'on se pose sur la conception du bâtiment. C'est pour ça qu'on a toutes nos phases d'études préliminaires. Aujourd'hui, on peut avoir une chaudière, une pompe à chaleur pour faire le chauffage et produire le CS avec de l'électricité comme on faisait sur des ballons électriques classiques. On peut mettre des ballons thermodynamiques. On peut prévoir de l'hybridation avec des chaudières électriques ou des chaudières gaz. Il faut étudier quel est le besoin. Quel est le besoin, quelle est la durée de vie et quel est le retour sur investissement par rapport à ces installations. Et en fonction de ça, on aura la bonne solution. Mais oui, il n'y a pas de... Aujourd'hui, encore plus qu'hier, on n'a pas de solution toute faite. Il faut étudier en fonction du bâtiment, de la compacité du bâtiment, de l'orientation du bâtiment, les meilleures solutions. Et par contre, il faut étudier le projet dans son ensemble. Réfléchir à l'ECS, réfléchir au chauffage, est-ce qu'on peut coupler les deux? Est-ce qu'il vaut mieux les séparer? Il faut vraiment, il faut pousser plus loin ce qu'on faisait avant. Avant, on posait une chaudière gaz, on ne se posait pas de questions, ça marchait, ça marche depuis 20 ans et puis tout va bien. Là, il faut étudier chaque système et voir comment les systèmes fonctionnent l'un par rapport à l'autre. Je voulais avoir votre avis sur. Je viens de découvrir les pompes à chaleur sur air extrait et savoir ce que vous en pensiez. Des pompes à chaleur. En fait, ça fait la VMC et en fait, avec l'air extrait du bâtiment, ça récupère les calories sur l'air extrait et ça fait. C'est votre chauffe-eau thermodynamique. Ouais, mais du coup, sur une production de chauffage, est-ce qu'il y a un souci ou pas de volume ou pas? Je sais pas. Hein, Ça s'étudie. Oui. Les industriels poussent sur plein de solutions parce qu'effectivement, il n'y a pas une seule solution demain qui fonctionnera. Il y a beaucoup. M. Dinet vous en parlera aussi. Il y a beaucoup de solutions qui existent et il y a des solutions mixtes qu'il faut trouver. Donc oui, aujourd'hui sur l'air extrait, on a des chauffe-eau thermodynamiques qui fonctionnent en individuel et maintenant même en collectif. Donc la pompe à chaleur fonctionne dans le principe. Après, c'est quelle est la quantité d'air extrait qu'il va falloir? Parce que si c'est extraire de l'air pour récupérer de l'air froid en hiver de l'extérieur, pour faire le chauffage, c'est toujours pareil. Il faut qu'on étudie le système dans son ensemble pour pas qu'on dégrade l'installation pour consommer de l'énergie qu'on n'aurait pas consommée si on avait fait différemment. C'est ça.
C'est ça. Donc ça dépend de la taille de votre logement, ça dépend de votre besoin en chauffage, ça dépend si le bâtiment est neuf et bien isolé ou si c'est un ancien bâtiment des années 70. Donc il faut regarder, mais il y a pas on ne peut pas vous vendre aujourd'hui une solution toute faite en disant c'est la solution, il faut investir dans tous les bâtiments comme ça. Si vous n'avez plus de questions, je vous remercie. Merci Nicolas pour cette intervention intéressante. Bonsoir. Donc moi, je vais être beaucoup plus terre à terre, puisque nous sommes une entreprise artisanale, locale. Donc je ne vais vous parler que de Lyon. Et pour les particuliers, avec différentes après interprétations, mais de toute façon, voilà, ce dont je suis venu vous parler ce soir reste local et adapté aux particuliers. Alors, le principe de ce que nous, on a voulu faire en tant qu'entreprise artisanale, donc installateur, c'est d'essayer d'avoir une autre approche, en tout cas plus large. Donc du coup, je vais vous parler ce soir de deux choses. Ce qui se passe sur le marché et ce que nous, on a décidé de faire par rapport à ce marché. Alors la première chose, et je reviens encore une fois, je vais vous parler des particuliers. Quand un particulier a un projet, en général, il fait appel à 2, 3 plombiers chauffagistes. Et il se passe la chose suivante, c'est que pour des raisons propres à chaque intervenant, soit pour des raisons de facilité, on va dire, il va se diriger vers une solution qu'il maîtrise, comme ça peut être les pompes à chaleur, mais ça peut être aussi les chaudières gaz, ça peut être aussi un autre système, les chaudières bois, etc. etc. Et il va aussi avoir un référentiel par rapport à sa marque, son fournisseur, etc. etc. Et donc, pour des raisons de praticité, il va se diriger vers une solution. Pour d'autres, et il le fera en toute honnêteté, hein, pour d'autres, pour des raisons financières, il va plutôt se diriger vers une autre solution, etc. etc. Et à la sortie, notre particulier se retrouve avec 3 devis, parce qu'en général, ça marche par 3. Et on a 3 solutions qui sont rarement identiques, avec 3 prix qui sont différents. Et ces fameux particuliers ne s'y retrouvent pas. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment réagir. Et ils ne vont pas voir un bureau d'études pour savoir ce qu'il faut faire. Ça, c'est la première approche. Et puis, on en a aussi une autre qui, à partir du moment où les aides commencent à se mettre en route et qu'elles sont conséquentes, c'est la notion d'éco-délinquant qui arrive en fait assez vite. Parce que si je fais un petit retour arrière, c'est un peu la même solution. À la rigueur, on en rajoute un 4e ici, qui, lui, vient proposer une solution qui est en général marketée, travaillée, qui fait automatiquement appel aux aides, etc. et sur lequel il propose une solution financière, toujours pour le particulier, on est bien d'accord. Et donc, du coup, on se retrouve face à des consommateurs qui ne savent pas forcément ce qu'il faut faire, qui sont perdus et qui ne trouvent pas la solution avec toutes les dérives que ça va avec. Par rapport à ça, j'ai voulu mettre un peu en évidence ce que je vais appeler les règles de l'art dans l'installation, en faisant plusieurs parallèles. Le premier, c'est la notion de RGE. Quand vous avez un installateur qui est RGE, ça ne veut pas dire que ce soit garant d'avoir une installation parfaite. Et il y a besoin que l'installation soit parfaite, parce que comme on l'avait avec Nicolas avant, tout s'étudie et tout peut vite devenir compliqué si on veut avoir la bonne performance. Ça marche pour l'industriel, où ça sera flagrant, bien évidemment, mais ça marche aussi pour les particuliers, où ça sera moins flagrant. Une pompe mal installée, ou qui fonctionne en court cycle, au lieu de durer 15 ans, durée de vie moyenne, elle va durer 10 ans. Le consommateur va se dire, bah oui, mais pourquoi, etc. etc. Ou voire même, elle n'aura pas un fonctionnement optimum, soit elle sera surcalibrée, surpuissante, etc., etc. Donc, la notion de label RGE, elle est importante, mais
on peut aussi aller un petit peu plus loin avec ça. En tout cas, je dirais que c'est la minimum, la base requise pour avoir de bons conseils sur le choix des matériaux. Même si l'installation n'est pas plus complexe que ça, il permet de le faire selon les règles de l'art. Et les règles de l'art, ça va ballon tampon, pas ballon tampon, pot à bout, pas pot à bout, enfin, etc., etc. Mais toutes ces petites choses-là sont importantes. Dès que vous avez une solution qui devient financièrement économique, il y a un certain nombre de ces choses-là qui commencent à disparaître. Et ce n'est pas forcément bon, surtout qu'après, vous avez des préconisations fabricants et qu'il faut respecter ces préconisations fabricants. Je parle évidemment des installateurs. On a cette protection des éco-délinquants. Alors, je vais mettre un bémol avec ça, parce que certains éco-délinquants ont trouvé pas mal de passer les calipacs. Et donc, nous avons des éco-délinquants qui sont calipacs. Et il permet, entre autres, de bénéficier des aides de l'État, puisque ça, c'est important. Je fais un tout petit parallèle par rapport à ça et à la géothermie, c'est que du coup, nous, en tant qu'installateurs, comme il n'y a pas d'aide sur les pompes à chaleur géothermie, on fait très peu de géothermie. D'autant plus qu'à Lyon, où on a des hivers de moins en moins rigoureux, nous, on n'arrive pas dans les moins 20, moins 15, mais si on est à moins 5 sur 2 semaines ou 3 semaines, c'est bien tout ce qui va se produire. On n'a pas ce genre de problème. Et bien évidemment, quand vous arrivez en Haute-Savoie ou autre, l'analyse, le calcul, l'étude du dossier n'est pas la même. OK. Bon. Mais on va aller un petit peu plus loin que ça, parce que c'est un peu l'idée. On a notre pompe à chaleur, tout va bien, mais est-ce qu'il faut vraiment une pompe à chaleur ? Est-ce qu'en fait, la solution est la bonne ? Parce qu'en fait, comme tout s'étudie, est-ce que c'est la bonne ? Alors, nous, on a fait un choix, mais ça, c'est un choix d'entreprise. On a un bureau d'études intégré. Bien évidemment, une très grosse majorité des installateurs n'ont pas de bureau d'études intégré. C'est pas grave, puisque d'abord, il existe des bureaux d'études externalisés, donc on peut très bien les consulter. Et puis maintenant, avec la rénovation d'ampleur, le bureau d'études thermiques, comme le MAR, mon accompagnateur Rénov', rentre dans le circuit. Donc, tout ça n'est pas forcément obligatoire, mais en tout cas, nous, on a fait ce choix-là. Et donc, on en revient avec ce que disait Nicolas tout à l'heure, comme tout s'étudie, une des problématiques plutôt importantes dans les rénovations, c'est les radiateurs. Quel régime d'eau on met dans les radiateurs? Et donc, quel pack on met avec ça? Là, j'ai pris l'exemple d'un bon vieux radiateur des années 30, en fonte, dont on sait que, et paradoxalement, quand il y a une rénovation énergétique, une bonne partie des particuliers disent « Non, non, je le trouve super beau ». Alors c'est vrai que c'est sympa, c'est un côté vintage, sauf que c'est juste une catastrophe, puisqu'il commence à être efficient à partir de 55 degrés, là où s'arrête notre pompe à chaleur RO. Donc, quand on a des radiateurs comme ça, il y a des questions qui se posent, il y a des calculs qui doivent se faire. Est-ce que c'est une bonne solution? Ça doit tenir compte. Et je vous cite parmi ces exemples. Parce que du coup, il faudrait passer sur une pompe à chaleur haute température. D'accord, mais d'un seul coup, elle est beaucoup plus chère, elle consomme beaucoup plus d'électricité, elle a moins d'efficience, etc., etc. Donc, est-ce que c'est le bon choix? Encore une fois, je pose la question. Allons un peu plus loin. Et donc, il vaudrait mieux une moyenne température, voire même, le mieux, c'est le plancher chauffant. Et effectivement, on a des régimes d'eau qui baissent. Donc, dans une pompe à chaleur, un des éléments super importants, c'est ce fameux régime d'eau. Et il va avoir énormément d'importance sur le reste du calcul et comment on va faire le job. Quand choisir une PAC par rapport à une autre solution technique? Dans des maisons en rénovation, alors on est bien d'accord, il faut automatiquement qu'elles soient isolées. Si elles ne sont pas isolées, parce qu'en général, les clients viennent nous voir en disant ma chaudière est en panne, je dois changer ma chaudière. Et c'est le premier truc qu'on fait, bien avant l'isolation. Alors effectivement, il y a un peu le feu au lac, puisque oui, la machine ne marche plus, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de chauffage, voilà. Oui, mais si on marche comme ça, ça y est, les ennuis commencent, parce qu'on va mettre une pompe à chaleur, elle est automatiquement surdimensionnée le jour où les gens vont commencer à faire l'isolation. Alors voilà, ça y est, ça commence. Donc nous, on a tendance à leur dire, bon, il faut faire votre isolation, mais oui, on a un peu le feu au lac. Donc on essaye d'anticiper autant que faire se peut. En tout cas, nous, on fait beaucoup de prévention au moment où on fait les entretiens et la maintenance. Mais ça va arriver. Ça, c'est le premier point.
Et du coup, la rénovation globale, pour ça, fait son job, puisque d'un seul coup, c'est inciter les gens à d'abord faire les choses dans l'ordre, on isole, et après on s'occupe de la chaudière, etc. On met une VMC, parce que ça aussi, chauffer de l'air humide, ça sert à rien, etc., etc. Je vous fais pas tout le truc, d'autant plus que mon temps va être compté et qu'après, je vais me faire disputer. Et puis, il y a un autre truc qui arrive, c'est que on va essayer d'isoler cette maison, mais c'est pas une construction neuve, donc on n'est pas en RE 2020. On est en RT 2012 quand on a du bol, et voire même on est encore plus bas. Donc on se retrouve avec des maisons qui ont besoin de puissance de chauffage. Or, une pompe à chaleur, au-delà de 16 kg, ça n'existe pas. Et puis, est-ce que 16 kg, c'est déjà une bonne idée? Est-ce que c'est déjà pas une très grosse machine qui consomme beaucoup d'électricité? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Une chaudière bois, par exemple, démarre à 12 kg. Et en plus, elle a un régime d'eau plutôt élevé. Une chaudière gaz, ben c'est un peu le même système, sachant que tous ces systèmes-là peuvent être combinés. Nicolas a parlé d'hybridation gaz, pompe à chaleur. Alors moi, je ne suis pas un grand fan, alors je ne suis pas du tout fan du fuel, je ne veux pas en entendre parler, je ne sais plus qui en a parlé. Voilà, non. Donc, no way pour moi, mais c'est moi. Hein. Et on peut hybrider évidemment une chaudière gaz, mais on peut le faire aussi avec une chaudière bois, ça marche très bien. Et d'un seul coup, on n'a pas une énergie décarbonée, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais on a une énergie, entre guillemets, neutre en carbone, puisque c'est du bois, donc il a absorbé son CO2 avant de le restituer. Bon, je ne rentre pas non plus dans ce détail-là, mais vous connaissez le principe. Et puis, c'est pareil, si on pousse encore le phénomène un peu plus loin, qu'on se dit, bah, tiens, je vais mettre une pompe à chaleur plus petite, ou je mets une chaudière bois, ou etc. Avec quoi encore on peut coupler tout ça? Ben derrière, il y a le solaire. Et le solaire, ça fonctionne. Toujours pareil, je ne parle pas des sites industriels, quoique, mais bon, pas trop. Mais je vous parle des particuliers. Avec les particuliers, le SST, les systèmes solaires combinés, ça fonctionne très bien. Ça aussi, ça fait partie des solutions qu'on peut très bien imaginer. Comme nous, on est bureau d'études, on a plutôt des facilités à le calculer dès le démarrage, parce que tout ça se calcule dès le début. Et après, on peut proposer les solutions aux clients. Et puis, au fur et à mesure, avancer sur le projet, sachant que si pour des raisons financières, en fonction des aides, et ce qui peut et ce qui ne peut pas, on peut très bien le faire en plusieurs temps. On peut, projeter les installations, en installer qu'une partie, en faire l'autre partie après, et ainsi de suite. Tout ça, ça fonctionne aussi. Il suffit juste de le calculer du démarrage. Tout part du calcul, pour reprendre les remarques de Nicolas. Donc voilà un exemple assez large de ce qui peut se faire, mais qui doit être enclenché. Alors dans le cadre de la rénovation globale, les auditeurs thermiques et l'accompagnateur Rénov vont enclencher ces process-là. Nous, on avait décidé bien avant, puisque l'entreprise existe depuis, alors pas super longtemps, mais déjà un petit moment, et nous, on s'était dit que c'était la bonne approche du démarrage. Mais bon, voilà. Mais tout ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien ensemble, c'est qu'une question de calcul et de préparation. Du coup, nous, voilà, on audite systématiquement les maisons dès le début. Donc pour ça, on a développé un petit algorithme. Bon, je vous passe les détails, sachant qu'il est sur la conductivité thermique des bâtiments. Hein. C'est pas boîte au mètre carré. Hein. Non, on calcule toute la déperdition du bâtiment, comment il vit, etc. On analyse aussi en même temps le plus possible, autant que faire se peut, les souhaits du client, parce que si pour lui, vous savez, il y a des gens qui ont des réactions différentes face à la chaleur, par exemple. Certains, 19 degrés, c'est chaud, et d'autres, 22, c'est froid. Donc il y a beaucoup de façons de le voir. C'est-à-dire que ça n'est pas qu'une machine non plus. C'est aussi qu'est-ce qu'on met comme confort derrière, avec le budget du client, versus le budget du client. Et puis donc nous, on a fait le choix d'être multi-énergie, c'est-à-dire qu'on installe aussi bien les chaudières bois bûche, granulés, que pompe à chaleur RO, OO, très très rare chez nous, RR, combiné avec des thermodynamiques ou pas, sachant que maintenant il y a des pompes à chaleur RR qui font directement l'eau chaude, sans forcément passer par le thermodynamique, etc., etc. En fait, la profession est en complète mutation. Le tout, c'est juste de ne pas se tromper. Il n'y a pas de solution toute faite. On ne peut pas arriver en disant « Oui, monsieur, j'ai bien compris ce que vous voulez. » Enfin, monsieur ou madame, pardon. « J'ai bien compris ce que vous voulez. Je vous fais un devis, on n'en parle plus. » Non, ça ne marche pas comme ça. C'est forcément que fait votre maison,
qu'est-ce que vous voulez et comment on peut l'intégrer et le faire fonctionner. Et comment on peut le projeter dans le temps, parce qu'il y a plein de manières. Parce que c'est pareil, l'électricité et la pompe à chaleur est une solution décarbonée, mais on sait que l'électricité, en termes de production, va devenir un problème, parce que si d'un seul coup, toutes les voitures sont électriques et que le système de chauffage sont électriques, je ne suis pas sûr qu'Enedis y arrive. Mais bon. Bon. Bref. Et encore une fois, je ne suis qu'un artisan, donc je n'irai pas jusque-là. Mais à mon avis, on va avoir un problème. Donc, il va y avoir le solaire, etc., etc. Donc, il va y avoir un certain nombre de choses. Les éoliens, ça sera pour les grandes industries. Et encore, ça va poser, je pense, des problèmes sociétaux. Le solaire, ça peut être une solution plutôt simple à gérer. Je parle du solaire thermique, hein, parce qu'après, il y a aussi le solaire photovoltaïque. C'est encore un autre débat. Comme on est dans le chauffage et la pompe à chaleur, je parle que de ça. Donc on fait évidemment des SSC, donc du solaire thermique, de la ventilation et ainsi de suite, puisque ça c'est important, parce que tous ces systèmes combinés vont faire le confort de nos clients, donc rendre les solutions viables, etc. Et quand on va les combiner, on va pouvoir économiser quasiment sur tous les tableaux, aussi bien consommation électrique que durée de vie de la pompe à chaleur, parce que là par exemple, alors, je suis désolé, la photo n'est pas très grande. Mais ici, là, ça, c'est un ballon de thermoaccumulation. Donc, les 4 panneaux qui sont là chauffent ce ballon. Alors, en hiver, 60-70 degrés. Bon, en été, 110-120, on n'en a pas trop besoin, sauf pour l'eau chaude. Et la pompe à chaleur qui est là, elle va juste faire la pointe. Elle n'est pas prioritaire, hein, elle est mise en élément secondaire. Et quand on a un manque de température dans notre ballon, parce que 3 semaines de pluie, etc., peu importe, c'est la pompe à chaleur qui prend le relais. Donc d'abord, elle ne fait pas de court cycle, et ensuite, elle marche de mi-décembre jusqu'à mi-mars, grosso modo. Tout le reste, c'est le solaire qui fait le job. OK. Bon, voilà. Alors ça, c'est de la propagande pour notre entreprise. Donc je vais passer le truc, mais tout ça pour vous dire que c'est un choix d'entreprise d'avoir intégré d'abord le bureau d'études directement et de s'être automatiquement tourné vers les clients. Parce que, alors Nicolas a parlé d'un cas spécifique, mais c'est pareil, ce cas spécifique, c'est la mairie qui a un projet important, est obligée de passer par un bureau d'études, puisqu'un installateur ne peut pas le faire, ça c'est pas possible. Mais les installateurs peuvent être force de proposition. Et ça c'est important aussi. Bien évidemment, tout ça, il faut que la chaîne soit maîtrisée de A à Z. Donc nous, on fait évidemment l'audit et les études thermiques, on installe les équipements, mais on assure la maintenance et l'entretien. Si on n'assure pas la maintenance et l'entretien, ça n'a pas de sens. Parce que d'abord, est-ce qu'on aura bien fait notre boulot en amont ? C'est pas un gage de qualité. Quand on fait forcément l'entretien, on est obligé de bien faire notre boulot avant, parce que sinon, on va récolter les emmerdes avec. Donc forcément, voilà. Donc c'est mieux d'être dans ce cas-là. Et puis évidemment, on répare si besoin. Bon, et puis quelques exemples de ce qu'on a fait, aussi bien en pack aéro que en pack air gainable, parce que c'est plus confortable, mais ça marche aussi avec des splits, hein, peu importe. Quand chaudière bois, sachant que les chaudières bois, on n'est pas obligé de mettre des sacs de granules toutes les semaines dedans. On peut les charger qu'une seule fois par an, ça marche aussi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question du coup. Est-ce que dans votre audit, vous incluez également du coup une petite étude acoustique au niveau de la pompe à chaleur? Alors oui, automatiquement, parce qu'à chaque fois la question tombe. C'est est-ce que ça va gêner mon voisin, est-ce que ça va faire du bruit, etc. Donc oui, on le fait. Après, nous, on a une facilité, c'est que les constructeurs nous donnent directement la norme, combien la machine va émettre de bruit. On évite de les encapsuler, on évite de les mettre dans des caissons esthétiques, parce qu'en général, ça fait un peu plutôt caisse de résonance. Alors dans ces cas-là, on prend toujours des acoustiques, donc
Ça me fait un peu penser à la surmédicamentation. On prend des médicaments, puis après on prend des médicaments pour ne pas avoir les effets secondaires des médicaments, etc., etc. Donc oui, on installe des coffres. Une fois qu'on a mis les coffres, on les fait anti-acoustiques pour pas que ça fasse caisse de résonance, etc. Ça, c'est pour la partie esthétique. Mais sinon, nous, on a les données constructeurs, on leur retranscrit, puis on fait une analogie avec la grille des bruits courants. Le bruit de la nuit, c'est environ 20 décibels. Le bruit de la rue, c'est entre 40 et 50 décibels. Les machines tournant à 45 décibels pour une très grande majorité. Ouais, les machines, elles tournent à 45 ou 40 décibels dans les labos, selon les normes qui sont prescrites dans des conditions labos bien spécifiques. Ouais. Il y a tout un enjeu d'intégration de la machine dans son environnement. Et du coup, je vais préciser un peu plus ma question. Est-ce que vous prenez en compte l'intégration de la machine dans son environnement dans votre calcul acoustique? Alors, quand on a un bâtiment spécifique, oui. Sinon, après, non. Ok, d'accord. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Est-ce que vous avez étudié ou fait étudier instrumenté, je dirais, des installations que vous avez faites chez les particuliers? Quand je vois que tout à l'heure, la pompe à chaleur géothermale sur du tertiaire, on arrivait tout juste à un COP de 4. Là, les pompes à chaleur RO sur des ménages, les COP annoncés, ils sont quasiment de ce niveau-là. Est-ce que vous avez des retours faits par vous ou par des organismes certifiés pour avoir des retours terrain? Alors, bonsoir déjà. Moi, comme nous, on est installateur, moi, je marche par rapport aux données constructeurs et je ne suis pas bureau d'études et on ne fait pas intervenir de bureau d'études sauf à la demande du client. Et donc, dans ces cas-là, ça a un coût, ce qui fait que, en fait, très rarement, ils nous demandent. Donc, du coup, je n'ai pas de retour spécifique que je puisse vous donner, moi, à ce niveau-là, hormis les retours des fabricants, c'est-à-dire un COP de entre 3 et 4 selon la température extérieure. Je n'ai que ça. Quand vous faites l'entretien, vous n'avez jamais pu investiguer les consommations des clients chez qui vous étiez, par exemple, pour essayer d'avoir une idée ou... C'est compliqué parce qu'en fait, il faudrait mettre un compteur spécifique sur la PAC. À chaque fois, le client sort la facture électricité globale, dans lequel il y a la pompe à chaleur, évidemment, mais dans lequel il y a le frigo, la plaque de cuisson, enfin bon, bref. Et donc, du coup, c'est difficile pour nous, hormis de poser un compteur spécifique pour la PAC et à ce moment-là de faire le ratio, de pouvoir donner ce calcul-là. Et du coup, on ne l'a pas fait. Du coup, à nouveau, Hugo de Dorémy Rénovation. Je vais peut-être amener un élément, vous direz si je m'arrête. Mais aujourd'hui, nous, sur nos rénovations, donc plusieurs centaines de maisons, on a fait une instrumentation et donc on a suivi les consommations énergétiques. Donc on n'a pas directement les COP, mais on a les résultats de consommation liés au poste chauffage. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que sur les maisons en rénovation, donc globalement, on est sur des réseaux hydrauliques avec des radiateurs existants. Donc on est sur de la basse température liée à la rénovation très performante. Et effectivement, on constate qu'on a des COP autour des 2,5 à 3 sur les pompes à chaleur RO, sur de la rénovation très performante, comme on fait avec Dorémy. On arrive à dépasser ces COP-là sur des pompes à chaleur RO quand on est sur des planchers chauffants ou sur des émissions très basse température. Mais sinon, effectivement, nous, dans nos études, on reste sur des coefficients de performance réels pour calculer les économies d'énergie de 2,5 à 3 là-dessus. Donc proche des données constructeurs, en fait. Proche. Pas trop éloigné, en tout cas. Globalement, 1 point et demi en dessous des données constructeurs. Alors qu'on est dans des bâtiments qui ont été traités sur l'ensemble des postes avec les interfaces et les ponts thermiques et la gestion et l'étanchéité à l'air, tout ça. J'avais quand même une question. Du coup, ça fait 2 ans que la Commission de régulation de l'énergie, donc ceux qui choisissent les prix de l'électricité, nous annonce qu'au prochain mouvement tarifaire, on va avoir des tarifs hors saisonniers de l'électricité, donc payer plus cher l'électricité l'hiver et moins cher l'été. Du coup, et notamment les pompes à chaleur vont consommer principalement l'hiver. Donc aujourd'hui, vous, par rapport au marché, comment vous sentez effectivement le vent tourner entre effectivement l'effet levier des aides Mon Accompagnateur Rénov NPR et effectivement les vents contraires sur cette énergie qui a une vraie valeur et notamment sur les périodes hivernales? C'est tout ce que j'expliquais au début, c'est-à-dire que j'ai fait sous forme de questions, c'est-à-dire est-ce que monter une grosse pompe à chaleur, ça a du sens? Pour moi, la réponse est non. Il vaut mieux se diriger plutôt vers une chaudière bois. Encore une fois, si tout ça a du sens, donc ça se calcule. Pour moi, l'intégration du solaire devient
C'est pas obligatoire parce que ça n'a pas de sens non plus, mais ça devient vraiment important de se pencher sur cette question-là parce qu'elle va venir aider ou la pompe à chaleur ou la chaudière bois d'ailleurs, peu importe, parce qu'il va falloir réduire ses consommations d'électricité. Le soleil est inépuisable, hein, donc voilà. Le solaire photovoltaïque avec comment dire, accumulation ou virtualisation de l'électricité va aussi commencer à prendre du sens. En tout cas, bref, si on reprend l'intitulé de la soirée qui est cap, pardon, PAC ou pas cap, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et en intégrant d'autres énergies, il faut les combiner, les hybrider, les combiner, il faut les travailler. De toute façon, le demain est multi-énergie pour moi. Mais ça, c'est mon avis. Ouais, et du coup, je me permets de rebondir. Aujourd'hui, nous, sur nos rénovations, globalement, on a très peu d'hybridation ou de couplage, tout simplement parce qu'on a des consommations inférieures à 5000 kWh en maison individuelle. Et donc, on ne trouve pas d'intérêt économique à multiplier l'investissement dans 2 systèmes, voire 3 pour certains, quand ils nous disent « je veux ça, ça et ça ». En fait, on dit « mais vous allez avoir des factures qui vont s'effondrer ». Donc, en quoi investir 15 000 € dans une PAC, plus 7 000 € dans du solaire thermique, plus 6 milliers d'euros dans un 3e système, va répondre à leurs besoins. Leur besoin, c'est de d'effondrer leur consommation et d'effondrer leur facture. J'entends ce que vous dites. Ça me rappelle un truc. Quand on installait des chaudières à gaz, il y a 20 ans, on disait non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, ça coûte rien. Mais il y a 20 ans, c'est vrai. C'est toujours la même chose si à un moment donné, on s'attaque à un problème en disant je m'attaque à ce problème-là maintenant, que je ne cherche pas l'innovation et que je ne vais pas voir plus loin. D'où mon intitulé, mais si on se posait la question, si on allait voir plus loin. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous dites, oui, c'est vrai. En plus, voilà, d'ailleurs, comment dire, le fait de vouloir construire 1 million de PAC, moi je trouve ça plutôt sympa pour l'avenir de mon entreprise, mais est-ce que c'est réellement... Est-ce que c'est vraiment ça qui est... Enfin, est-ce que ça a du sens? J'ai un peu du mal à vous le dire. Je n'ai pas la réponse toute faite, bien évidemment, mais à mon sens, on doit aller beaucoup plus loin. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas dans 5 ans, encore moins dans 10. Et la durée de vie d'une installation solaire, par exemple, puisqu'on va rebondir sur ça, c'est entre 30 et 40 ans pour les panneaux, peut-être un peu moins pour le ballon, mais bon, le ballon, est-ce que ça coûte cher? Pas vraiment, etc., etc. Et puis, plus on va économiser maintenant, tout de suite, dans la conception, etc., plus on va évangéliser, le terme n'est pas bon, mais éduquer, ou en tout cas transmettre, voilà, ça c'est le bon terme, transmettre à nos clients. Encore une fois, je ne parle que de particuliers, mais c'est valable aussi dans l'industrie, c'est pareil. C'est valable, tout ce que vous allez dire aujourd'hui, ça va commencer à mettre en route le circuit de demain. Et ce circuit de demain, ce n'est pas l'échéance de 2035. Ça ne va pas suffire. De toute façon, on va probablement être à la bourre. Donc, il faut aller encore plus loin que ça, à mon sens, et commencer à le mettre en route. Parce que de toute façon, vous connaissez, comment dirais-je, le frein à la modernité des Français, etc. Il est bien connu. Le frein au changement des Français, il est bien connu. Donc, il faut commencer à en parler maintenant. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé... pour d'autres affaires en Suisse, en Allemagne ou en Belgique, ils ont tous des panneaux solaires. Bon, évidemment, le gouvernement leur a dit il faut le faire et eux, ils l'ont fait. Bon, si chez nous on fait ça, ça va sûrement beaucoup moins bien se passer. Mais c'est ça la logique. Et de toute façon, c'est nous, quand on va commencer à en parler, nous, vous, etc., au fur et à mesure, que toutes ces solutions-là vont se mettre en place. Et quelque part d'ailleurs même, ça ne va pas contraindre les fabricants, mais ça va un peu les diriger dans ce sens-là. Le fait de faire des systèmes combinés, ou des hybridations, bon, moi j'appelle ça système combiné, mais peu importe, c'est pareil, ça va les amener à développer, à investir. S'il n'y a pas de demande, ils ne feront rien. Comme l'histoire du recyclage, je ne sais pas qui c'est qui en a parlé tout à l'heure. Voilà. Pour l'instant, ça n'a pas de sens économique, ça passe derrière. Et pourtant, il faut que ça change. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, arrêtez-moi, mais si je dis une connerie, dites-le moi, mais bon, je ne pense pas. Plus de questions? Super, merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Écoutez, merci aux intervenants pour leur présentation qui était vraiment différente et enrichissante, qui ont amené beaucoup de questions. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition des 5 à 7 de l'éco-construction.
Et avant que vous nous quittiez, n'oubliez pas de partager le buffet, quelques bouchées, un petit verre avec nous. Merci à tous et bonsoir.